nous allons d'abord suivre notre guide, qui est Jean-Sébastien, pour une ville qui se trouve de l'autre côté du plateau de Langres. Exactement, on va aller au cœur de la Haute-Marne, à Langres, qui est une cité qui mérite à elle seule le voyage. Imaginez une ville qui vous offre 8 kilomètres de remparts, là où la pauvre Carcassonne n'en a que 2. Imaginez une cité qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui en fait du coup une des plus belles et une des plus anciennes villes de France. Imaginez cette cité au caractère balsacien, à la personnalité stendhalienne et à la beauté rimbaldienne. Pas étonnant que des cinéastes en tombent totalement amoureux et en fassent des films. Langres, son centre-ville paisible, sa cathédrale au toit atypique de style bourguignon et surtout ses fameux remparts. Au XVIIe siècle, cette ville fortifiée avait la réputation d'être invincible. Depuis sa maison tout en haut des fortifications, Gérard, lui, a fendu son armure. Parisien d'origine, il s'est installé ici par amour pour cette ville. Il y a eu cette rencontre avec Langres et la découverte émerveillée de la beauté de cette ville. Perché à plus de 458 mètres, Langres, c'est aussi une vue. Des remparts, Gérard peut admirer toute la campagne de la Haute-Marne. Et pour ce réalisateur de documentaires, c'est une source d'inspiration inépuisable. Effectivement, ça alimente des désirs de filmer, parce que bon, on voit un ciel, on voit un horizon, on voit des motifs dans cet horizon, comme un peintre. Et on veut faire plus que passer du regard devant, on veut les reconstruire par l'image, donc les filmer. Gérard a consacré plusieurs documentaires à sa ville de cœur, dont un sur le philosophe des Lumières, Denis Diderot. Il est né ici le 5 octobre 1713, dans cette maison au volet vert. Et depuis 61 ans, Nelly y tient une boutique juste en dessous. Pour elle, vivre dans les pas de l'écrivain, c'est une sacrée fierté. C'est très bien. Parce que c'était un grand bonhomme. Pour moi. Mais à 79 ans, Nelly va devoir quitter ce grand bonhomme et sa boutique. Car bientôt, ce sera la retraite pour elle. Et ça, c'est un vrai crève-cœur. Je ne verrai plus Diderot. Et j'éviterai de revenir dans le coin, là, quand je serai chez moi. Hein, parce que j'aurai mal au cœur. Ça me fera de la peine de revoir. Ça me fera beaucoup de peine. La sensibilité de Nelly a touché Gérard à son arrivée ici. Et c'est justement ça qu'il recherchait. Rencontrer de vraies personnalités. Avec Nelly, on est dans une relation authentique. On dit ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est pas des rapports commerciaux, c'est des rapports humains, quoi, authentiques. Et ça, c'est ça qui nous plaît. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée, Nelly. Hein? Même si les murs de sa boutique sont à vendre, l'authenticité de Nelly, elle, ne l'est pas. Elle est imprenable, comme les remparts de Langres finalement. C'est pas magique, ce genre de rencontre qu'on peut faire quand on se promène comme ça. Ça me fait penser à toi et moi. Oui, si tu veux. Non, mais je trouve qu'il y a une émotion absolument incroyable qui se dégage de Nelly, qui se dégage de cette ville. C'est pas étonnant qu'on puisse en faire des documentaires. Maxime me disait qu'il a fait, notre ami, un documentaire entier sur le ciel de Langres. Sur le ciel de Langres. Vraiment un personnage à rencontrer, à voir. Tout le temps le nez en l'air, à regarder ce paysage depuis les remparts de Langres, c'est magnifique. Et c'est un endroit absolument incroyable, le Langres. Hein. C'est la plus grande place forte de France, qui était à l'époque chargée de veiller sur la frontière de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de la Lorraine et du Royaume de France. Et l'histoire de Langres, elle a été dissuasive parce que la forteresse n'a jamais été ni attaquée ni prise du coup. Et c'est une cité tranquille de ce royaume de France, de ces marches du royaume dans laquelle Nelly l'a dit. Diderot est né, elle ne reviendra pas voir la statue de Diderot. Ça me fait penser à ma grand-mère quand elle a abandonné son commerce à elle a jamais voulu retourner le voir. Et je comprends tout à fait ça parce que c'est toujours un crève-cœur et je t'embrasse. Oui, nous aussi on l'embrasse. C'était les images de Gérard là, les images du documentariste qu'on a vu dans le sujet. Ce documentariste est absolument magique. Absolument. Et si
s'échapper vers Charleville-Mézières. Mais on peut aller, parler dans le on peut sommaire. aller découvrir Je sais que Thierry Charleville-Mézières. est en train d'ouvrir encore plus grand ses oreilles, puisque c'est le spécialiste de Rimbaud ici en plateau. Ah oui, bien sûr, et évidemment, Charleville-Mézières, c'est Rimbaud. Et pourtant, qu'est-ce qu'il l'a décrié, cette cité? Ah, ça, Exact. les Carlo-Massériens sont pas vraiment rancuniers contre Rimbaud, parce que il a dit les pires des choses sur sa ville. Et en même temps, il les adorait. Mais bon, il l'a dit qu'après, dans ses lettres qu'il écrivait à sa mère et à sa sœur. Vous voulez dire que qui aime bien châtie bien, c'est ça? Probablement, oui. En poésie. Ma ville natale est supérieurement idiote entre toutes les petites villes de Voilà. province. C'est de l'affection, ça sent l'amour, ça. Mais c'est une vie incroyable que celle de Rimbaud. Même, bon, il y a la période avec Verlaine, mais une fois qu'il se sépare de Verlaine à partir de 1875, il a juste une vie, mais surréaliste à cette époque. C'est une espèce de routard génial. Oui, c'est ça. Et partir comme il l'a fait et errer pendant 10 ans, enfin 11 ans précisément en Afrique, à cette époque-là, avec des contrées qui étaient complètement inhospitalières, comme le royaume du Shoah, le royaume de l'empire Ménélique. Donc c'était quelque chose qui est absolument inconcevable à l'époque. Alors, évidemment, on parle de Charleville-Mézières, de Rimbaud, avec Thierry Benstingel, parce qu'il est venu nous présenter son ouvrage, La vie prolongée d'Arthur Rimbaud, qui relate effectivement des scènes et des séquences et des chapitres de sa vie qu'on ignore. Bien entendu, vous avez fouillé un petit peu plus loin dans sa bio. Oui, en fait, le problème avec Rimbaud, c'est qu'il est mort trop jeune, finalement. Et donc, on le regrette à la fois en tant que poète, on le regrette aussi à la fois en tant qu'explorateur. Donc, dans mon idée est venue dans mon esprit a germé cette idée un peu inconcevable de se dire, après tout, si je lui prolongeais sa vie largement au-delà de sa mort, le 10 novembre 1891. On voit d'ailleurs sa tombe, je crois que vous la oui. visitez fréquemment, Thierry, la tombe d'Arthur Rimbaud. Oui, c'est vrai que pour des raisons professionnelles, je vais fréquemment à Charleville-Mézières et souvent, très souvent, je fais un tour jusqu'au cimetière pour aller lui faire un petit coucou. Et puis, c'est une tombe qui est à la fois très, à la fois très sobre, et il est juste à côté de sa sœur Vitalie qui est morte à 17 ans. Donc, et la tombe est presque jumelle. Donc c'est un endroit qui est presque magique, empreint de sérénité. Le fait qu'il soit mort jeune, Rimbaud, c'est aussi ce qui a contribué à forger sa légende finalement. Un peu comme James Dean, tous ces icônes mortes trop tôt. Me cassez pas mon mythe finalement parce que... Mais justement, heureusement que vous le prolongez pour les écrivains, c'est super. Je le prolonge, mais du coup je le fais mourir effectivement assez vieux, enfin du moins, je le fais revivre encore pendant 30 ans. Mais 30 ans, en même temps, c'est formidable. Parce que 30 ans, ça veut dire qu'il va accéder à la modernité qu'il aurait tant voulu. Et en même temps, il va accéder, il va subir tous les aléas de l'histoire, y compris la guerre de 14. Lui qui avait subi celle de 1870. Merci Thierry Benstingel. Dans ce livre dont nous allons parler au cours de l'émission.